Merci Claire. Merci Ariane Ascaride, merci d'être venu, d'avoir pris ce temps alors que le temps est compté entre les tournées, le film qu'il faut absolument aller voir avant demain soir, je le répète à tout le monde, il ne faut pas le rater, et avant demain soir. Il faut aller voir les films dans le week-end pour la bonne raison, si vous voulez, c'est le lundi que se redistribuent les salles. Donc, si vous faites beaucoup d'entrées dans le week-end, vous gardez toutes les salles. C'est pour ça qu'on raconte toujours ça. Mais si jamais vous n'y êtes pas allé, vous pouvez y aller mardi. Merci à Claire. Claire qui a une harpe dont elle vous parlera, qui est un peu particulière parce que c'est une harpe solidaire. Et donc, parlez-lui-en. Elle a une caisse de résonance en carton, c'est un projet qui a été primé d'épines. Claire est quelqu'un d'extraordinaire qu'on a rencontré sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Comme quoi il n'y a que des gens extraordinaires à Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, Françoise est là. Je voulais vraiment remercier Ariane Ascaride avec qui nous avons passé un bon moment. Ariane donne vraiment la dimension de ce salon du livre. Du salon du livre qui permet de se réunir ici. Non, moi je ne fais pas ça, c'est vous qui l'a donné. Oui, c'est vous qui l'avez donné. Je lis, c'est tout. Ah, voilà, mais en tous les cas, disons que ça fait partie de cette dimension littéraire qu'on voulait absolument donner à ce salon. Voilà, je vais le faire parce que c'est beaucoup mieux d'écouter ces lectures et les textes qui y sont. Merci encore, merci à tous d'être venus. Je vous prie. Voilà. Alors, je dirais le nom de l'auteur pour chaque texte. Parce que je pense que c'est important. Et voilà, on commence avec Eri De Luca. Un écrivain possède une petite voix publique. Il peut s'en servir pour faire quelque chose de plus que la promotion de ses œuvres. Son domaine est la parole. Il a donc le devoir de protéger le droit de tous à exprimer leur propre voix. Parmi eux, je place au premier rang les muets, les sans-voix, les détenus, les diffamés par des organes d'information, les analphabètes et les nouveaux résidents qui connaissent peu ou mal la langue. Avant d'être amenée à m'intéresser à mon cas, je peux dire que je me suis occupée du droit à la parole de ces autres-là. Ouvre ta bouche pour le muet. Proverbe. Michelet 31:8. Telle est la raison sociale d'un écrivain, en dehors de celle de communiquer. Être le porte-parole de celui qui est sans écoute. Marie-Monique Robin, Les moissons du futur. La vraie rupture, ce fut l'arrivée du tracteur, m'a raconté mon père. Ce fut un tel événement que je me souviens encore de la date, 1er avril 1952, j'avais 17 ans. C'était une vraie révolution. Du jour au lendemain, nous sommes passés de la traction animale à la machine. Nous avons certes considérablement augmenté notre efficacité au travail, mais avec le tracteur, nous sommes petit à petit entrés dans un système qui allait faire le bonheur du crédit agricole. L'endettement. Le seul tracteur qu'on ait payé comptant, c'est celui qu'a acheté mon père en 1952. Et pour cela, il a vendu 3 vaches au marché de Parthenay. Mon père n'a jamais fait d'emprunt de sa vie. La même année, après on ferme la porte, voilà. Parce que sinon, on ne sait plus comment on s'appelle. Je reprends tout. La vraie rupture, ce fut l'arrivée du tracteur, m'a raconté mon père. Ce fut un tel événement que je me souviens encore de la date, le 1er avril 1952. J'avais 17 ans. C'était une vraie révolution. Du jour au lendemain, nous sommes passés de la traction animale à la machine. Nous avons certes considérablement augmenté notre efficacité au travail, mais avec le tracteur, nous sommes petit à petit entrés dans un système qui allait faire le bonheur du crédit agricole, l'endettement.
Le seul tracteur qu'on ait payé comptant, c'est celui qu'a acheté mon père en 1952. Et pour cela, il a vendu 3 vaches au marché de Parthenay. Mon père n'a jamais fait d'emprunt de sa vie. La même année, il a acheté une voiture neuve, une Aronde Simca, sans emprunt. La génération de nos parents n'a jamais emprunté d'argent, a confirmé ma mère. Ils n'auraient rien acheté sans avoir la sécurité de le payer immédiatement. Combien faut-il de vaches aujourd'hui pour acheter un tracteur? Demandai-je profondément étonnée. Impossible de te le dire, depuis que je suis à la retraite, j'ai perdu le fil. Un tracteur, aujourd'hui, c'est le prix d'une maison. Avant, mon père faisait du blé pour payer le boulanger à qui il donnait des grains contre du pain. Le reste, c'était pour nourrir la basse-cour. Puis, le maïs est arrivé avec ses semences hybrides, qui avaient d'excellents rendements. Qu'il fallait donner de l'azote, du phosphore et du potassium au sol. On parlait alors de NPK. Et c'est ainsi, pour reprendre les termes d'Albert Howard, que la mentalité NPK est arrivée sur la ferme de mes aïeux. Avant, ton père n'utilisait pas d'engrais, ai-je insisté. Non. Il ne mettait que du fumier dans ses champs. Et puis, nous avions du trèfle, ou de la luzerne, des pois. Et nous avons arrêté toutes ces cultures. Et les techniciens de la coopérative nous ont dit « Il y a des produits qui détruisent les mauvaises herbes et ne touchent pas le blé. » Je me souviens avoir fait les premiers essais avec un pulvérisateur à dos. C'était un herbicide qu'on appelait colorant nitré. Tu revenais tout jaune, des pieds à la tête, a interrompu ma mère. Le visage, les mains, et à l'époque, on n'avait pas de douche. Après, on a utilisé tous les produits recommandés par la coopérative, comme l'atrazine, qui permettait de traiter les champs de blé au moment des semis et qui est aujourd'hui interdit. À ces mots, mon père a marqué un silence avant de reprendre, visiblement ému. Comment voulais-tu qu'on imagine tous les mensonges que tu as racontés dans tes enquêtes? On avait une conscience aiguë du service qu'on rendait à l'humanité parce qu'on produisait l'alimentation indispensable à la vie. On ne cherchait pas le profit, a soufflé ma mère. Non. Il y a eu certes de beaux fruits, mais aussi beaucoup de fruits amers. Les copains malades, la concentration des terres, la désertification des campagnes, a conclu mon père. Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. J'aimerais vous montrer les étapes pour déplacer des gènes d'un organisme à un autre, lui explique Stephen Rogers, l'un des 3 jeunes loups d'Euphoria dont je parlais précédemment. Une éprouvette à la main. Nous prenons de l'ADN, nous le coupons en morceaux, puis nous mélangeons les différentes parties pour les recoller ensemble. Cette éprouvette contient de l'ADN qui provient d'une bactérie. Il a le même aspect qu'il vienne d'une plante ou d'un animal. Je vois, dit George Bush, les yeux rivés sur l'éprouvette. Et cela va vous servir à quoi? Avoir une plante plus forte ou une plante qui résiste? Dans ce cas, elle résiste à un herbicide, répond Rogers. Et nous avons un herbicide fabuleux, s'enthousiasme une voix off. Puis, Bush arpente les serres sur le toit de Chesterfield Village, où un dirigeant de Monsanto, en costume cravate, lui montre des plants de tomates transgéniques qui se révèlent être le véritable objectif de cette visite guidée fort intéressée. Et s'ensuit une conversation absolument sidérante.
Nous avons fait une demande au ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse tester les nouvelles plantes pour la première fois dans l'Illinois cette année, explique le dirigeant en cravate. Nous en rêvons tous. Nous continuons à investir de l'argent, mais rien ne se passe, déplore Stephen Rogers. Nous ne pouvons pas nous plaindre au ministère de l'Agriculture. Il suit le processus normal, reprend le dirigeant en cravate. Il fait très attention à ces nouvelles technologies, mais si en septembre, on n'a pas reçu l'autorisation, peut-être qu'on changera de ton. Appelez-moi. Mon job, c'est la déréglementation, répond George Bush dans un grand éclat de rire. Je peux vous aider. Irène Frachon, Mediator, 150 mg. J'embarque pour Nice, week-end annuel de formation sur la mucoviscidose, que je trouve souvent de bon niveau, organisé par le laboratoire Solvay Pharma. Mon portable sonne juste avant d'entrer dans l'avion. C'est Yannick. Je m'écarte et laisse les passagers monter pour pouvoir lui répondre. Irène, je suis au soin intensif de cardiologie. Je viens de faire une échographie à Madame A, admise pour une insuffisance cardiaque aiguë. L'échographie révèle des valves rétractées qui fuient massivement. À l'interrogatoire, elle est sous Mediator depuis 6 ans pour maigrir, rien d'autre. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux. Madame A, la patiente vue par Yannick, n'a pas eu le temps d'attendre la chirurgie. Yves Étienne, rencontré dans un couloir, m'apprend qu'elle a été admise dans un état désespéré dans le service de réanimation de l'hôpital. Arrêt cardiaque à domicile, appel du SAMU, massage cardiaque et reprise des battements du cœur, mais le cerveau, trop longtemps privé d'oxygène, a beaucoup souffert. Je suis bouleversée et prend alors régulièrement de ses nouvelles. Bientôt, on parle de mort cérébrale imminente. Je repense à ces événements en allant récupérer ma dernière fille chez une petite copine tard le soir. Et je sursaute soudain, il faut absolument tenter d'obtenir une autopsie. Comment n'y ai-je pas pensé? Rentrer à la maison. J'appelle le service de réanimation. Il est près de minuit. Heureusement, je connais le réanimateur de garde. Nico, gentil comme tout. Il fait semblant de trouver normal que je l'appelle en pleine nuit pour organiser une autopsie sitôt le décès de Madame A survenu, ce qui est, hélas, une question d'heure. J'arrive également à joindre chez elle Isabelle, l'anatomopathologiste. Oui, elle me promet de venir effectuer l'autopsie dès que nécessaire et de s'occuper des formalités obligatoires. Je raccroche le téléphone et j'entends une petite voix derrière moi. Maman, c'est quoi une autopsie? Ma fille. Je l'avais complètement oubliée. L'autopsie faite un samedi matin confirme l'atteinte d'allure toxique des valves du cœur responsables de la mort. Impossible de retrouver le sommeil. À propos de l'allocution de Nicolas Sarkozy, je suis retournée faire un petit tour sur le site web du laboratoire. La firme n'a pas résisté. L'allocution du président de la République lors de la remise des insignes de Grand Croix a été mise en ligne fin juillet. Florilège. Monsieur le docteur, monsieur le président, cher Jacques Servier, votre histoire, c'est une grande histoire française riche de leçons.
Je me souviens de notre première rencontre en 1983. C'était déraisonnable, c'est là que je vois que vous êtes enthousiaste. Vous pensiez déjà à l'époque que je serais président de la République. Je vous connais trop bien. Vous avez été formé à l'école de la médecine française, celle de Pasteur, celle des nombreux prix Nobel dans notre pays, dont notre pays peut s'enorgueillir. Et je le dis devant Roselyne Bachelot, l'école de médecine française, ce à quoi elle croit, est une école d'excellence. J'entends parfois certains opposer les soins et la recherche. C'est oublier d'où vient la médecine de notre pays. C'est négliger les fondements de l'enseignement des Jean Bernard et autres Jean Hamburger. C'est ignorer que l'amélioration de la santé humaine résulte des innovations de la recherche et des progrès qu'elles ont promis. Vous avez fait de votre groupe une fondation. Raymond et moi, on y a joué un rôle. Vous nous rappelez que les capitaux n'ont d'autre destination que de servir les projets que chacun d'entre nous porte en lui. L'homme n'a pas à être soumis aux caprices du capitalisme et encore moins aux caprices de la spéculation. Jacques, vous êtes un entrepreneur comme la France en compte peu. Les laboratoires Servier, entre 1948 et aujourd'hui, ont connu un développement remarquable. De la pharmacie familiale à Orléans, 9 employés. En 1954, l'entreprise s'installe à Neuilly. En tant qu'entrepreneur, vous avez été souvent sévère à l'endroit de l'administration française. Vous critiquez l'empilement des mesures, des normes, des structures, et vous avez raison. Le président de la République conclut ainsi: j'espère que chacun aura compris que c'est un grand Français que je vais décorer au nom de la République. Mais qui est Raymond? Il s'appelle BASF, Bayer, Agfa, Opel, IGN Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Tous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là, parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios relais, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là, partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Ils nous soignent, nous vêtent, nous éclairent, nous transportent sur les routes du monde, nous bercent. Et les 24 bonhommes présents au palais du président du Reichstag ce 20 février ne sont rien d'autre que les mandataires, le clergé de la grande industrie. Ce sont les prêtres de Tain, et ils se tiennent là, impassibles, comme 24 machines à calculer aux portes de l'enfer. Fabrice Arfi, Karl Larsk, avec les compliments du guide. Sarkozy, Kadhafi, l'histoire secrète. C'est un tout petit. Quelques jours après, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du guide libyen, relaie à son tour ses accusations. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, déclare-t-il. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler.
La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent. Nous avons tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement. D'un mot, les agences d'information françaises notent que l'Élysée dément ces allégations. Mais pas une voix ne s'élève en France pour s'inquiéter quand même des propos du chef d'État libyen et de son fils, ou seulement demander des explications. Il s'agit bien sûr d'un chantage des dirigeants libyens. Laissez-nous la paix, vous aurez le secret, donnant. Dans un monde normal, ce curieux avertissement aurait fait l'effet d'une bombe. Mais ici, non. La bombe n'explose pas. Elle passe à la trappe, sans faire de bruit. Il aurait fallu en dire plus. Laurent Mauduit, petit conseil. Je suis donc allée frapper à la porte d'Alain Minc. La première fois, c'était le 16 janvier 2007. Caisse d'épargne, Vinci, Club Med, j'en avais déjà vu du monde et engrangé des histoires sur celui dont j'avais décidé de dépeindre le système. Il fallait cesser de tirer les fils et se fendre d'une première rencontre. Une première confrontation, puisque de découverte en découverte, il devenait nécessaire de mettre un peu d'ordre dans mes investigations en le rencontrant. Aurais-je cherché à l'éviter qu'il devenait incontournable, non seulement de le rencontrer, mais de percer sa cuirasse. Chercher à le comprendre, à entendre ses arguments, c'est-à-dire m'appliquer, faire ce que je n'avais pas fait au monde, comprendre d'où il venait, ce qu'il avait fait, son épaisseur, ses ressorts, ce qu'il avait réussi tout autant que ce qu'il avait raté, ses espoirs et ses doutes, ses peurs aussi, enfin bref, emplir de chair et de sang le personnage. Allait-il me recevoir ou bien préférerait-il garder porte close? Après tout, il était probable qu'il avait eu vent de mes démarches, il devait me savoir sur sa piste. Et comme souvent dans ces cas-là, celui qui est traqué n'a pas envie de se livrer à celui qui traque. Et ma première surprise, il accepte. Surprenant, Alain Minc. Il n'a en fait pas hésité un seul instant. Alors que je venais de quitter le monde en disant publiquement que j'y avais été censurée, il m'a dit de venir le voir quand je voulais. Non seulement il acceptait de venir me voir, mais il y mettait du panache. Puisque vous avez ce curieux passe-temps, venez, m'a-t-il dit au téléphone quand je lui ai fait part de mon intention de faire un livre sur lui. Il faut en faire crédit à Alain Minc. Il n'aime pas la transparence. Et en certaines circonstances, il a eu l'honnêteté d'en convenir. Il l'a même écrit. Dans ses épîtres à nos nouveaux maîtres, publiés en 2002, il s'en prend ainsi vivement aux dévots de la pureté et prend à partie, propos invraisemblables pour le président du Conseil de surveillance du monde, les partisans du complexe médiatico-judiciaire. Estimant que les petits juges ont parfois dans le passé outrepassé leurs prérogatives et qu'ils ont trop souvent noué une sainte alliance avec les journalistes, dénonce aussi la passion de la transparence qui a envahi le monde économique avec notamment pour viatique la gouvernance venue d'outre-Atlantique. Aucun secret, aucune règle de confidentialité ne peut survivre à cette exigence, s'indigne-t-il. Si la transparence est ainsi normale, juge-t-il, pour les entreprises qui sont cotées, rien ne justifie que l'on exige aussi pour celles qui ne le sont pas. En quoi devrions-nous être informés de la rémunération des patrons d'Auchan et des cristalleries d'Arc, toutes deux entreprises familiales? La mafia de A à Z, Fabrice Rizzoli. Paradis fiscaux. Pour une fois, ce n'est pas la faute des mafieux. Un paradis fiscaux est un pays
ou un territoire dépendant d'un État qui possède un régime fiscal avantageux pour les non-résidents, le secret bancaire, des procédures d'enregistrement pour des sociétés peu contraignantes et une coopération fiscale et judiciaire limitée. Le capital mafieux accumulé transite par les paradis fiscaux et l'argent sale finit par se mélanger aux capitaux propres lors d'opérations d'investissement. Les capitaux mafieux, ceux des multinationales et de tous les évadés fiscaux, sont mobilisés pour des montages financiers légaux, notamment via des levées de fonds. Les paradis fiscaux sont le paradigme de l'économie du crime dont les mafias sont un acteur parmi d'autres. Il n'y a donc pas d'un côté une économie légale et de l'autre une économie illégale, mais une seule économie dont les composants sont enchevêtrés et solidaires. Le courage serait un mot désuet, un terme qui appartiendrait à un passé résolu, au temps où le système, la finance, les lobbies, Bruxelles n'auraient pas encore fait main basse sur notre libre arbitre. À l'évocation de ce terme, vous verrez se dessiner un sourire au mieux gêné, plus souvent condescendant sur le visage de nos élites. Depuis 15 ans, j'assiste atterré à la mise à mort des agriculteurs vertueux, assommés sous des tombereaux de normes et de réglementations tatillonnes. Depuis 15 ans, j'observe les lobbies dicter leur tempo, usant de leur vaste réseau pour stopper les réformes qui sauveraient notre santé et l'environnement. Depuis 15 ans, je constate la boule au ventre, les mêmes reculades, la même stigmatisation de Bruxelles, le même travail de sape des grands argentiers mus par leur seul intérêt. Et pendant ces 15 ans, les politiques ont été incapables de tenir bon et de s'élever pour protéger nos enfants des pesticides ou pour que nous sachions enfin ce que nous mangeons. Stop. Assez de cette lâcheté, de sacrifier notre bien-être, notre planète et l'intérêt des générations futures. Si nos dirigeants ne souhaitent pas changer le monde, nous, si. Et du courage, nous en avons à revendre. Ocean Warrior, capitaine Paul Watson. Les membres de l'équipage firent rapidement leur pactage et descendirent sur le quai par l'échelle de coupée. Je leur avais donné 10 minutes seulement pour prendre leur décision. Rester à bord et éperonner le baleinier ou faire leur sac et quitter le bord. Je m'attendais à perdre quelques hommes, mais pas autant. 13 d'entre eux se tenaient sur le môle. Le chef mécanicien Peter Booth et le troisième mécanicien Jerry Doran leur lancèrent leur sac. Je n'avais jamais eu aucun doute au sujet de Peter, mais pour ce qui était de Jerry, la surprise était bienvenue. Quelques-uns des membres de l'équipage sur le môle étaient en colère. Michael Lewis, le charpentier, lança à Peter « Mais réveille-toi, mec, il est dingue, on peut pas attaquer ce bateau, c'est illégal, c'est la ferme, espèce de branleur !» cria Peter. « De toute façon, vous n'en foutez pas une rame, toi, pas plus que les autres, alors ferme-la, il va te faire foutre !» Alex Pacheco entra dans la timonerie, il était visiblement hors de... Donne-moi l'ordre de rester, Paul, et je resterai.
Je ne peux pas, Alex, c'est à toi de décider. Mais que va-t-il nous arriver? Je ne peux pas te promettre que tu ne seras pas blessé ou ni même tué. Ces salauds sont armés, il y a de sérieux risques de grabuge. Mais je peux te garantir un truc. Tu iras en prison ici, au Portugal. De ça, je suis certain. Je ne peux pas échapper à la marine portugaise et 2 de ces navires croisent juste dans les parages. T'es prêt à mourir? En ce qui me concerne, je ne sais pas. Je ne m'étais jamais vraiment interrogée sur ma propre mort. Mais la question d'Alex me ramena à la réalité et je sentis ma gorge devenir sèche. Je le regardais. Il était indécis. Il voulait prendre part à l'action, mais il était jeune. 18 ans seulement. C'est la première fois qu'il participait à une opération de terrain et je l'amenais droit en enfer. Ma gorge était toujours sèche. J'attrapais une bouteille de bière chaude et j'en avalais une gorgée. L'effet fut bénéfique. J'étais là où je m'étais placée, comme un cavalier, un fou, sur mon propre échiquier, défenseur de la nation cétacée. J'avais fait le serment d'éperonner ce baleinier pirate et je l'éperonnerais. Oublie-toi, je marmonnais, pense aux baleines, pense aux objectifs, au but. Je décrochai la radio VHF. Sierra, Sierra, une voix avec un fort accent répondit, ici le Sierra. Que Dieu t'envoie en enfer, espèce de fils de pute, de tueur de baleines, ta carrière va prendre fin aujourd'hui. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Regarde dehors et fais évacuer. Je vais t'éperonner. Le capitaine Arvid Nordengern se rua hors de la cabine. Je pouvais voir sa bouche ouverte en cul de poule, muette de stupeur. Un marin accourut derrière lui avec une carabine. Nous étions à 500 mètres seulement et on filait vers lui à pleine vitesse. À l'arrêt sur l'eau, moteur coupé, il ne pouvait pas nous échapper. Il était comme une poule sur son nid, une cible facile, complètement à notre merci. Bon Dieu, on est déjà presque sur lui. Où vas-tu le percuter? Un coup sur l'étrave, c'est pour les présentations et aussi pour foutre en l'air son putain de harpon. Une main sur la barre, l'appareil dans l'autre, je pris quelques photos. Nous regardions les visages horrifiés de 2 douzaines de marins, des sales gueules transpirantes de trouille. Et on y va les mecs. C'est parti. Vas-y, vas-y. Mon ami René de Segati résume excellemment, Michael Ferrier, Fukushima. Mon ami René de Segati résume excellemment la situation dans un des messages qu'il m'envoie. On décrit les difficultés pour refroidir la centrale de Fukushima dans un mélange de langue de bois, de combativité et de scientificité incompréhensible. Les responsables politiques et industriels, français comme japonais, se surpassent. Le pire en la matière étant atteint par certains dirigeants qui devraient pourtant être les premiers à se taire, comme la présidente du groupe nucléaire français Areva, déclarant plus de 3 jours après l'événement, et alors que ses salariés avaient été parmi les premiers à détailler comme des lapins au moment de l'explosion, que ce n'était pas une catastrophe nucléaire, ou certains hommes politiques, comme le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, se rendant compte jour après jour de l'ampleur des dégâts, mais niant l'évidence du danger par une série de volte-face brouillonnes et embrumées. Sans oublier le président de la République lui-même, réaffirmant avec un rare sens de l'à-propos la pertinence du nucléaire. À un moment où précisément on pouvait à tout le moins s'en poser la question. Comme me l'écrit encore René, un tel condensé d'ignominie et d'incompétence écrase tout ce qu'on pouvait imaginer. Ou dans un style autrement expéditif et délicieusement imagé, un connard le demeure dans toutes circonstances, et bien sûr plus que jamais dans l'urgence qui devrait le bâillonner
l'incite à faire entendre son besoin irrépressible de prouver qu'il est encore plus con qu'on ne le pensait. On ne saurait mieux dire. Le point d'orgue est atteint le mercredi 16 mars avec l'adresse solennelle de l'empereur Akihito au peuple japonais lors d'une intervention télévisée de quelques minutes. C'est un événement rarissime. L'empereur est en poste depuis 1989. C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement depuis son ascension au trône. Son discours ressemble étrangement à celui de son père, le 15 août 1945, reconnaissant la défaite du Japon et demandant à son peuple de faire front en endurant ce que ne saurait endurer et en supportant l'insupportable. Je résume. La terre tremble presque tout le temps. Le gouvernement montre les signes d'une grande fébrilité. Les centrales nucléaires explosent les unes après les autres. Tous ceux qui peuvent partir s'en vont le plus loin possible et le descendant de la déesse Amaterasu lui-même est descendu de son bosquet de nuages. Indéniablement, la situation est grave et dès lors la question se pose, faut-il rester, faut-il partir ou évacuer Tokyo? Françoise Verchères, Notre-Dame-des-Landes. Après la mort de Rémi Fraisse, j'ai écrit une lettre à Nadja Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Bien que vous ne connaissiez probablement pas dans le détail les dossiers de Notre-Dame-des-Landes et du barrage de Sivens ou d'un autre de ces grands projets contestés, c'est à vous que je souhaite m'adresser aujourd'hui. Depuis la mort de Rémi Fraisse, ce ne sont que questions et commentaires dans tous les médias, manifestations dans les Hauts-de-France, émotions et colère. Ce qui s'est passé à Sivens aurait pu arriver à Notre-Dame en 2012. Chaque jour de cet automne-là. C'est probablement pour cela que nous avons été très sollicités pour réagir sur le drame de Sivens. Un journaliste m'a demandé ce que je pouvais dire en tant qu'opposante au transfert d'aéroport, mais aussi en tant qu'ancienne enseignante aux jeunes en colère. Et cette question à laquelle j'ai probablement mal répondu sur le coup m'a donné à réfléchir depuis. Et c'est à vous. Et c'est vous que je vais interroger en retour, Madame la Ministre. J'ai enseigné les lettres classiques, du collège à la classe préparatoire. Ai-je eu tort de faire découvrir à mes élèves la révolte d'Antigone dans Sophocle, Jean Anouilh ou Henri Bochot? Ai-je eu tort de leur expliquer la différence entre la légalité et la légitimité d'un combat? Ai-je eu tort de leur faire lire Émile Zola ou Victor Hugo en lutte permanente contre l'injustice et pour la vérité? Ai-je eu tort de montrer aux plus jeunes que le petit prince a raison de préférer sa rose aux fausses richesses du businessman et de débattre avec les plus âgés sur le discours de la servitude volontaire d'Eugène de la Boétie? Ai-je eu tort de lire avec eux Les Racines du ciel, dont on a dit qu'il était le premier roman écologique, le premier appel au secours de notre biosphère menacée, dont le héros avait trouvé la force de résister à la barbarie des camps grâce aux hannetons et aux éléphants pour lesquels il se battait désormais. L'espèce humaine est entrée en conflit avec l'espace, la terre, l'air même qu'il lui faut pour vivre. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie, écrit Romain Gary. Parce qu'il a reçu pour ce livre le prix Goncourt en 1956, le ministre de la Culture l'a probablement félicité, n'est-ce pas? Dois-je multiplier les exemples? Faut-il vraiment lire Villon, un délinquant d'ailleurs, Rabelais, Montaigne, La Fontaine, Beaumarchais, Montesquieu, Voltaire, Bernanos, Camus, Boris Vian, en dangereux pacifiste, Malraux et tant d'autres? Tous ces auteurs font pourtant partie des programmes. Ils sont consacrés, régulièrement cités et encensés par les grands de ce monde. Alors, aurais-je dû plutôt choisir hors programme des ouvrages qui apprennent l'appât du gain,
l'art du mensonge, le refus du doute, le goût du pouvoir, la supériorité de l'oligarchie sur la démocratie, aurais-je dû leur dire que la vérité, la justice, le respect du vivant étaient des utopies inutiles, des valeurs ringardes et en total décalage avec le monde réel, peut-être après tout. Le choc serait moins rude et l'école serait enfin en phase avec la société. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous engage vivement à revoir les programmes. Si vous voulez que la jeunesse se taise, qu'elle accepte le monde saccagé que nous allons lui laisser, qu'elle n'ait comme idéal que la reproduction des erreurs de ses aînés, qu'elle ne s'indigne pas comme le lui demandait pourtant il n'y a pas si longtemps Stéphane Hessel, sous les applaudissements de tous. Au moins les choses seraient claires. Et l'on ne s'étonnerait plus que les socialistes au pouvoir qui avaient pleuré en 1977 la mort de Vital Michalon, tué lui aussi par une grenade offensive au cours d'une manifestation antinucléaire, n'aient visiblement aucun remords pour Rémi Fraisse et se dédouanent au contraire de la responsabilité en stigmatisant la violence des manifestants. Sans doute n'ont-ils plus le temps de lire. Sans doute ont-ils oublié leur lecture et leur jeunesse? Dans l'espoir d'une réponse qui intéressera sans aucun doute mes collègues enseignants et leur permettra de mieux répondre à la tâche qu'on attend apparemment d'eux aujourd'hui, je vous assure, Madame la Ministre, de ma tristesse d'enseignante et de toute mon incompréhension. Daniel Ibanez, Lyon-Turin, les réseaux des rails. Lettre au juge. J'ajouterais, et c'est certainement l'essentiel, que le travail que vous avez fourni est tout à fait remarquable, par l'ampleur de la tâche, la précision des observations et l'apport extrêmement intéressant de vos conclusions très motivées. Bien évidemment, les opposants au projet cherchent tous les angles d'attaque possibles en passant sur silence les nuances et la finesse de votre travail pour ne retenir qu'une vision manichéenne des choses. Cela est malheureusement classique. Mis en cause personnellement, vous avez choisi de répondre directement à ceux qui vous critiquent de la sorte et c'est sans doute la meilleure solution à l'heure actuelle. Votre expression « cherche tous les angles d'attaque possibles » a toutefois un mérite, car par une mise en perspective, elle me permet de mieux formuler ce que je déclare souvent. Lorsque le fond n'est pas bon, la forme ne l'est pas non plus. Grâce à vous, je pourrais l'exprimer par « si le dossier n'est pas carré, la forme laisse à désirer ». Comme vous le savez, le carré n'offre finalement que peu d'angles d'attaque. Je crois pouvoir conclure sous votre contrôle que le dossier du projet Lyon-Turin présente bien plus que 4 angles d'attaque. J'en conclus, Monsieur le Président, mais sans hâte aucune, que ce dossier n'est pas carré. Et je vous laisse imaginer la forme géométrique qui lui sied le mieux. Assurément, la forme est tordue, et si angles il y a, ils ne sont vraiment pas droits. Eri De Luca, la parole contraire. En tant que lecteur, je n'ai pas eu de préférence pour la littérature sociale et politique. Les labyrinthes érudits de Borges ont ouvert mon 3e œil en me faisant découvrir les profondeurs des sagas et des mythologies. J'ai lu de la même façon les histoires de la Colima de Chamalov en apprenant l'infinie patience et la résistance d'un prisonnier condamné aux travaux forcés. La littérature est un point d'arrivée qui ne répond ni au genre ni au thème. Il survient et
alors c'est une fête pour celui qui lit. Quand j'étais jeune, je suis devenue anarchiste après la lecture d'Hommage à la Catalogne de George Orwell. J'ai choisi mon camp à cet âge qui contient toutes les possibilités. Mes sentiments à cette adhésion n'ont pas changé. La littérature agit sur les fibres nerveuses de celui qui a la chance de vivre la rencontre entre un livre et sa propre vie. Ce sont des rendez-vous qu'on ne peut fixer ni recommander aux autres. La surprise face au mélange soudain de ses propres jours avec les pages d'un livre appartient à chaque lecteur. Orwell ne m'a pas touchée avec son roman 1984 où il invente le personnage de Big Brother, abusivement cité par un programme télé. En revanche, il a changé la direction de ma vie avec les anarchistes espagnols de la guerre civile dans laquelle il fut combattant volontaire. Il se peut qu'une prédisposition à la résistance contre les autorités soit inscrite dans mon éducation émotive napolitaine. Il se peut que cette ville qui m'entourait ait contribué à m'inculquer un sens de la fraternité envers les anarchistes espagnols plus qu'envers les bolcheviks russes. Hommage à la Catalogne a été le premier piquet de ma tante, planté loin de tout parti et parlement. La mort du cheminot anarchiste Giuseppe Pinelli, tombé le 15 décembre 1969 par la fenêtre ouverte du 4e étage de la préfecture de police de Milan, a enfoncé à nouveau ce piquet. Au cours des années suivantes, ma génération s'est battue pour l'innocence des anarchistes accusés du massacre de la Banque de l'Agriculture à Milan le 12 décembre 1969. Et nous avons gagné. Les anarchistes furent blanchis et nous avons perdu. Aucun vrai coupable ne fut condamné. Florence Hartmann, lanceur d'alerte. Chelsea Manning a été condamnée pour crime contre l'État et punie bien plus sévèrement que les tortionnaires d'Abu Ghraib. Il existe un contraste choquant entre la peine infligée à Manning et l'indulgence, voire l'impunité complète dont ont bénéficié les responsables de certaines des graves violations des droits humains révélées par ces fuites. Regrette Amnesty International. Aucun responsable de haut niveau n'a eu à répondre pour les exactions perpétrées en Irak, ni pour les nombreux cas de torture et de meurtre à Abu Ghraib entre 2003 et 2004. Le général de brigade Thomas Pappas, en charge de cette prison, a reçu une simple brimade pour manquement à ses devoirs et a été rétrogradé au rang de colonel. 11 militaires américains de grade inférieur ont été condamnés en cour martiale à des peines de quelques mois de prison et libérés après le verdict. La plupart étaient sur les photos prises à Abu Ghraib et ont fait le tour du monde, le sourire aux lèvres, au milieu de ces scènes d'humiliation insoutenables. Bien que reconnu coupable de négligence et de manquement à son devoir pour le massacre de 24 hommes, femmes et enfants dans la ville irakienne d'Adita en novembre 2005, le sergent Frank Wutterich a échappé à la prison. Aucun militaire n'a été condamné pour le meurtre de 5 enfants irakiens, 4 femmes et 2 hommes dans la maison d'Izaki en 2006, alors que dans la correspondance diplomatique révélée par Manning était cité un fonctionnaire des Nations Unies précisant que les soldats américains les avaient tous exécutés. L'armée s'était blanchie, prétendant que les règlements d'engagement et d'emploi graduel de la force jusqu'à l'élimination de la menace avaient été respectés.
Le programme des prisons secrètes clandestines gérées par la CIA dans une cinquantaine de pays où étaient détenues et torturées des personnes suspectées de terrorisme qu'elles avaient enlevées n'a jamais donné lieu à des poursuites. L'administration américaine ayant et continuant à faire pression sur les pays comme l'Italie ou l'Allemagne pour qu'ils renoncent à juger les agents américains responsables d'enlèvement de leur territoire. J'ai été jugée par les juges que j'avais signalés et leurs confrères qu'ils avaient délégués pour me condamner. Je n'étais pas une lanceuse d'alerte, mais un lanceur d'alerte. J'ai été sanctionnée sans égard à la légitimité de porter ces informations à la connaissance du public face à l'illégitimité d'empêcher la divulgation. L'ouvrage lui-même n'était pas, selon moi, celui d'une lanceuse d'alerte, somme de mon expérience au tribunal en tant qu'insider donc, mais aussi de mon expérience antérieure. Ce livre reste à mes yeux celui d'une éclaireuse. Il tentait d'expliquer au grand public le fonctionnement de cette nouvelle justice créée au nom de l'humanité destinée à dissuader la barbarie, ses difficultés, les obstacles qu'elle rencontrait dans l'exercice de son mandat afin que le public comprenne mieux les ressorts et puisse agir si un jour le tribunal était détourné de sa mission. Lorsque j'avais écrit quelques années auparavant un livre sur Slobodan Milosevic, j'avais lancé l'alerte et pris à témoin l'opinion publique, mais je n'étais pas non plus une lanceuse d'alerte. Journaliste, mon métier est d'informer et donc souvent d'alerter. Je l'ai fait lorsque je couvrais la tragédie yougoslave pour Le Monde. Je souhaitais continuer de le faire sous la forme d'un livre dans lequel je reconstruisais sur la base de toutes les informations déjà disponibles dans le domaine public, y compris les événements dont j'avais été témoin personnellement, le parcours de l'ancien président serbe et sa responsabilité dans les crimes de purification ethnique en Bosnie et en Croatie. Ça m'énerve. Serge Latouche, La planète des naufragés. Les exclus du banquet de la société de consommation, les laissés pour compte, ont 1000 visages. On les trouve sur toute la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a plusieurs processus de marginalisation. Les parcours de vie sont variés, mais toujours dramatiques. Et les degrés de déchéance sont infinis. D'abord, il y a les exclus radicaux, ceux dont la déchéance aboutit à la mort. Chaque jour, 40 000 enfants meurent de misère. Quelles que soient les images que l'on prend pour dramatiser la chose, un Auschwitz tous les 3 mois, ou un enfant mort toutes les 2 secondes, elle est en soi honteuse et monstrueuse. Pour cela, il n'y a pas eu de place retenue au grand banquet de la société de consommation. Il n'y en a plus pour les centaines de milliers de malheureux qui disparaissent chaque année dans les innombrables conflits qui ravagent la planète, ou ceux qui s'éteignent en silence, victimes du manque de soins, affaiblis par les carences alimentaires diverses. Les 3 ou 4 milliards d'exclus qui survivent tant bien que mal se partagent de façon très inégale les miettes et les restes du festin. Internés ou réfugiés, abandonnés des campagnes ou déracinés des villes, chômeurs, sans travail et sans protection. Le village mondial cache une immense cour des miracles. Les réfugiés, victimes des conflits ou des cataclysmes naturels, souvent aggravés par l'incurie des hommes, forment une espèce en voie d'expansion qui compte désormais des millions de représentants permanents. La reproduction
et le renouvellement des générations sont assurés. Ils vivent leur vie terrestre entassés dans des camps, dans des conditions infra-humaines, victimes de situations que l'ordre politique mondial est impuissant à régler. Exclus, ceux-là le sont radicalement. Personne n'en veut. Et chacun s'efforce d'en faire porter la charge aux autres. Mendiants malgré eux, ils ne réussissent à survivre quand ils survivent que de la maigre charité mondiale et de leur débrouillardise dans un univers on va y arriver, concentrationnaire. Tu couperas au montage. Fabrice Nicolino, lettre à une petiote sur l'abominable histoire de la bouffe industrielle. Ma poussinette, tu as juste 3 ans. Tu ne sais pas encore lire. Et pour dire la vérité, je ne comprends pas tout ce que tu me répètes sur l'air des lampions. Mais comme je voudrais tant te voir grandir et prospérer et enterrer tous ces tordus qui ont fabriqué le meilleur des mondes, je vais te raconter. Tu ne liras pas ce livre ce soir ni demain, car pour bien comprendre, il te faudra manger beaucoup de soupe en priant le bon Dieu et ses saints qu'elle ne soit pas farcie aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Avant même que je sois née, disons entre 30 ou 40 000 ans, nos ancêtres mangeaient quand même. Mais quoi? Eh ben, on n'en sait rien. Probablement de tout. Des oiseaux verts et jaunes, des lapins, des singes, des racines, des feuilles de menthe, du radis sauvage, des champignons, des chevaux, des rennes, pas ceux du Père Noël, des bisons, pas ceux de Davy Croquette, des noix, du pissenlit, du mammouth laineux, de l'ours, du tigre à dents de sabre, des framboises, des fraises, des bananes, des pâquerettes, des coquillages, des poissons fulgurants ou lents, des escargots sans doute quelque part, quelques papillons multicolores et des nénuphars. Inviter Françoise et Irène à venir, puisque finalement, pour pouvoir lire quelque chose, il faut l'avoir écrit. Alors, si vous voulez venir, Irène et Françoise... Ah bah oui, s'il vous plaît.